plus rien ne sera jamais comme avant après cet épisode de pandémie. Et j'interroge Christophe Gential, qui est psychologue du travail et expert chez Secafi Groupe Alpha. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques. Qu'est-ce que cet épisode-là a changé dans la relation entre les managers et les managers? Peut-être commencer par ça. Qu'est-ce qu'une bonne relation manager-manager? Je pense que c'est plus trop discutable aujourd'hui. C'est quand le manager arrive à se positionner en soutien du manager. Je nous souhaite, et je souhaite à tous ceux qui nous regardent, d'avoir eu un jour l'expérience d'avoir un bon chef. Je les incite à s'interroger sur qu'est-ce qui faisait que ce chef-là était meilleur que d'autres. Et je suis persuadé qu'ils arriveront à la conclusion que ce chef-là était meilleur que les autres parce que lui les aidait à bien travailler. Sachant qu'il y a un élément fondamental au milieu de tout ça, c'est que le manager n'a jamais les mêmes objectifs que le manager. Donc on a un désaccord de fond persistant, irréductible, dont on ne se débarrassera jamais, entre les attentes du manager et les attentes du manager. Voilà. Donc ça, on sait que c'est là, et donc on sait qu'il ne peut y avoir de la friction, des tensions, des désaccords entre le manager et le manager, avec un lien de subordination qui n'est pas toujours non plus très agréable entre le manager et le manager, mais le point essentiel, le socle d'une bonne relation manager-manager, c'est est-ce que le manager répond aux attentes du manager pour lui permettre de lui faciliter le travail. Il ne faut pas oublier non plus que dans la quasi-totalité des cas, le manager lui-même est un manager. Et oui. Qui fait redescendre, et que peut-être dans le management intermédiaire, il y a des choses qui peuvent frictionner parce que on est contraint d'appliquer ce qui redescend, et puis arriver en bas, peut-être que l'objectif, il est un peu difficile à atteindre. Et oui. C'est ce qui fait dire, quand on parle du manager de proximité, le malheureux manager qui se trouve tout en bas, qu'il est le premier témoin du travail réel de celui qui s'effectue au contact du client, au contact de la machine, et qu'il est en même temps le dernier relais du travail prescrit, c'est-à-dire celui qui arrive de tout en haut et qui donne la consigne que lui doit à la fois expliquer, transmettre, et puis dont il doit veiller à l'application en dessous. Et donc c'est une position, je suis tout à fait, c'est très important effectivement de souligner, c'est vraiment une position extrêmement difficile. Être manager, c'est quelque chose de très difficile, et plus on va descendre, plus on va être en contact avec ce qui est compliqué quand on le regarde de près, et ce qui a l'air très très simple quand on le regarde de haut. Alors, est-ce que cet épisode-là n'a pas augmenté la charge de stress de ce management intermédiaire qui s'est vu dans l'obligation d'appliquer des directives parce qu'on était dans une période de crise. Donc dans une période de crise, au niveau de la direction, on prend des dispositions de crise en donnant des missions aux managers et aux managers des managers, etc., d'appliquer des choses qui sont quelquefois mal expliquées, souvent mal expliquées d'ailleurs, pas incompréhensibles, plutôt mal expliquées, ou avec des éléments que la direction, ne faisant pas remonter les informations, ne prend pas en compte. Et est-ce qu'il n'y a pas eu une charge de stress supplémentaire pendant cette période où on n'avait pas les gens sous la main, où on ne savait pas bien où ils étaient quelquefois, parce qu'avec le confinement, où il y avait chômage partiel ou chômage total, où on n'avait pas la main sur les gens, est-ce que ce management-là n'a pas pris un coup de stress qui va révéler que certains ne sont pas faits pour ça ou que d'autres l'auraient été faits, etc. Est-ce que ça n'a pas bouleversé les organigrammes à un moment? Alors, ce qui est sûr, c'est que les managers ont... Bon, il ne faut pas généraliser, hein, mais beaucoup de managers, effectivement, ont vécu une période très, très, très complexe parce qu'ils étaient eux-mêmes en télétravail, eux-mêmes avec leurs conjoints en télétravail, avec leurs enfants chez eux, et à devoir gérer effectivement le relais entre ce qui tombait d'en haut et puis en dessous avec des salariés qui étaient un peu partout et dans les mêmes conditions qu'eux, quoi. Donc effectivement, ça a été une période très, très stressante pour eux. Et ça a révélé aussi à ce moment-là le manager qui était déjà en soutien de ses équipes avec une part d'informel dans cette relation, une part d'informel et qui fonctionnait, on va dire, globalement plutôt bien. Il a réussi à rester dans ce paradigme-là, à distance. Et là, on a la capacité, pour le manager a la capacité à la fois d'être assez directif, notamment alors, quand on parle du chômage partiel, effectivement, il y a toute cette gestion de... À certains moments, on imposait certains jours de travail. Il fallait demander aussi des remontées, des reportings sur est-ce que je travaille, est-ce que je ne travaille pas. Voilà, il fallait faire confiance aux gens aussi. Celui qui est-ce qu'il travaille, je ne le vois pas. Est-ce qu'il travaille bien, mon subordonné. Quand cette confiance-là était déjà là avant le confinement, elle était toujours là et ça continuait à se passer à peu près bien. La grosse difficulté, alors ça a peut-être accentué effectivement ce manager, là, donc vous dites qu'on découvre qu'il n'est pas bon manager. Ce manager-là, il est possible qu'il n'était peut-être pas non plus tout à fait le meilleur des managers avant le confinement.
Et le confinement n'a pu que crisper radicalement la situation. Et c'est là où on a vu effectivement des relations très, très compliquées avec ce qui est vécu comme du flicage, c'est-à-dire le manager inquiet. Mais on le voyait déjà avant, hein, parce que les expériences de télétravail qu'on a pu observer avant le confinement, le point central, c'est cette relation manager-manager et la capacité du manager et du manager finalement à se faire confiance et à imaginer une nouvelle relation de travail qui fait que on n'est pas au travail uniquement parce qu'on est à son bureau, devant son ordinateur, avec un contact visuel avec son manager. On est chez soi et on travaille. Voilà. Et on est capable aussi de mettre des garde-fous pour éviter de trop travailler chez soi, etc. Quand on était dans cette relation de confiance pendant le confinement, le niveau de stress était raisonnable et maîtrisé. Quand on était à défaut dans cette relation d'inquiétude, de besoin de surveillance du manager, on était dans la pire des situations avec des conflits qui sont apparus. Et c'est peut-être là où on a eu des confinements qui ont été les plus mal vécus. Et c'est peut-être là aussi où on a des salariés peut-être qui n'ont plus du tout envie de revenir au bureau parce qu'on a quelque chose qui s'est cassé dans la relation au manager, à l'équipe et puis à l'entreprise aussi. Hein. Donc l'entreprise doit prendre la chose en main et peut-être revoir son organigramme ou redispatcher les tâches. Toute l'organisation doit être revue aujourd'hui. Ouais. Alors, oui. Alors, vous savez on distingue organisation et coopération. L'organisation, c'est ce qui est prescrit, dessiné, mis sous forme d'arborescence. On dit qui fait quoi. Puis il y a la coopération. Et la coopération, elle se fait informellement. Un mauvais organigramme, il y a peu de chances qu'on ait une bonne coopération. Un bon organigramme, on a plus de chances d'avoir une bonne coopération. La question qu'il faut se poser, c'est il faut réinventer les modalités de la coopération dans l'équipe aujourd'hui, dans l'entreprise, puisqu'on va de plus en plus avoir. Alors on va peut-être se reconfiner. Alors, il y a aussi beaucoup d'entreprises. Il y avait des entreprises qui anticipaient le confinement quelques semaines avant, quelques mois avant. On a vu des entreprises, notamment y compris des grosses, qui mettaient tout en place pour pouvoir effectivement se confiner, donc mettre en place ce télétravail en urgence. Ça s'était vu à l'époque et aujourd'hui ça se revoit. On anticipe la possibilité d'avoir à se reconfiner. Est-ce que ce n'est pas une sorte de voie de la sagesse, ça ? Parce que peut-être que ce virus-là ne réapparaîtra jamais ou qu'il réapparaîtra, on ne sait pas. Mais 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, un autre phénomène peut amener à la même chose. Est-ce qu'il est pas sage de s'y préparer? Maintenant qu'on sait que c'est arrivé une fois, ça peut arriver une deuxième. Oui, et puis plus globalement, je pense que... Et alors là, aujourd'hui, tous les témoignages aussi, il y a comme énormément de témoignages concordants de personnes qui reprennent leur vie d'avant. Parce qu'on a beau dire qu'on a passé 3 mois à réfléchir au monde d'après en l'imaginant complètement différent du monde d'avant. Et aujourd'hui, on dit rien ne sera plus jamais comme avant, sauf qu'aujourd'hui, en fait, on reprend une vie comme avant. C'est-à-dire que les salariés se retrouvent le matin dans les bouchons, se retrouvent dans les transports en commun, se retrouvent dans leur voiture tout seuls. Et la différence avec avant, c'est qu'ils voient quelque chose d'absurde et d'insupportable dans ce qu'on leur demande de refaire. Donc, je pense que la sagesse, c'est anticiper un monde où on aura besoin de plus de souplesse, plus de flexibilité et une relation peut-être un peu plus écologique au travail, à la distance, à la localisation, au temps, peut-être à la rémunération aussi. Repenser ça d'une manière générale, presque socialement, et ça permettra aussi d'anticiper de nouveaux épisodes qui seront peut-être le Covid. Ou autre chose. 2020-2021 ou autre chose. On peut imaginer aussi qu'une seule région géographique restreinte soit contrainte à ne plus sortir. Tout est tellement possible aujourd'hui. Le monde est devenu tellement petit avec des moyens de transport qui vous mettent à 10 heures de notre continent. On imagine bien que tout un tas d'aléas peuvent arriver, de sauter d'un continent à l'autre à une vitesse qui était inimaginable au Moyen-Âge, quoi. Donc il est évident qu'avec les progrès des transports et de tout ce qu'on connaît, tout s'accélère. Et tout s'accélère. On a vu qu'en décembre, la maladie était en Chine, et en février, elle était arrivée en Europe, et en mars, on s'est retrouvé enfermé, quoi. Donc on peut imaginer que demain, il y a une autre raison qui nous enferme. Donc la sagesse serait d'anticiper ce genre de choses. Oui, tout à fait. Et c'est la voie que prennent certains. La grosse erreur, ce serait effectivement de repartir trop vite dans le monde d'avant, avec les vieux réflexes. Et c'est ce qu'on entend malheureusement. J'entends trop souvent actuellement des managers et des directions dire à leurs salariés, écoutez, maintenant revenez au bureau.
c'est fini maintenant. Il y a besoin de revenir au bureau. Non, il n'y a pas besoin de revenir au bureau. Il y a peut-être besoin de quelque chose à faire au bureau. Dans ce cas-là, il faut revenir au bureau. Mais s'il n'y a pas besoin de ça, il faut peut-être pas revenir au bureau comme avant, avec la même fréquence. C'est les professionnels de l'immobilier de bureau qui vont vous en vouloir parce qu'il va y avoir des mètres carrés qui vont être rendus. Hein. Ouais, enfin, on redéveloppera le pavillon individuel. Je ne sais pas qui en bénéficiera. Mais... Merci Christophe. Merci Jacques.